Nadine m'a bien. Voilà. Outstanding morning, les êtres marqueuses. Bonsoir à tous nos invités. Soyez les bienvenus aujourd'hui à cette merveilleuse présentation. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solange Dibois, manager émeraude à la compagnie Denmark International, mère et épouse de 4 enfants. Je réside en Angleterre, plus précisément à Londres. Aujourd'hui, nous allons vous parler du cancer du sein. Le cancer du sein, c'est une pathologie qui affecte beaucoup de femmes. Et de nos jours, ça affecte même les plus jeunes. Même les jeunes filles maintenant souffrent du cancer du sein. Donc, nous allons parler de ça. Qu'est-ce que le cancer du sein? Qu'est-ce qui cause ça? Les conséquences et comment prévenir le cancer du sein. Et avec Edmark International, nous avons une solution naturelle sans effet secondaire qui pourra nous aider à combattre cette pathologie. Le mois d'octobre, c'est le mois où on célèbre le cancer du sein. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur ce panel, si vous avez été invité, franchement, dites un grand merci à la personne qui vous a invité parce que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Prenez une tasse de café, une boisson chaude, asseyez-vous et vous n'allez pas regretter le temps que nous allons passer ensemble. C'est un temps de partage, d'échange. Le cancer du sein, on va parler de la prévention, des symptômes, des causes et d'un protocole ETMAC international, un protocole 100% naturel, holistique. Alors, qu'est-ce que le cancer? On va d'abord commencer par c'est quoi le cancer avant de tomber sur le cancer du sein. Le cancer est une maladie caractérisée par une croissance anormale et incontrôlée des cellules dans le corps. Imaginez quand on fait soin le pack beauté d'Ekmark, on parle des chromosomes. Les chromosomes doivent se diviser en deux. Imaginez qu'un chromosome qui doit se diviser en deux commence à se diviser en 1000, en 2000. C'est-à-dire qu'il y a le désordre dans le corps, il y a l'anarchie dans le corps. Donc le corps commence à se retrouver avec beaucoup plus de chromosomes que le corps ne peut gérer. Donc, c'est une anomalie, une croissance anormale et incontrôlée des cellules dans le corps. Maintenant, les cellules là peuvent être localisées soit au niveau des poumons, soit au niveau des seins, soit au niveau du pied, au niveau du cou, n'importe où. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de types de cancers. Ces cellules cancérigènes peuvent envahir d'autres tissus et organes qui vont venir perturber. Ainsi, ça va venir perturber la croissance de ces organes normaux. Donc, les cellules-là, c'est comme si ils sont embrouillés, ils contournent, ils partent partout, partout dans le corps et subitement, ils partent s'agripper sur un organe qui fonctionne bien. Ça va venir perturber le bon fonctionnement de cet organe. Le cancer peut se développer dans n'importe quelle partie de notre corps, y compris nos seins. Outstanding morning at markers. Outstanding morning at markers. Même dans nos seins. Alors, le cancer du sein. Le cancer du sein demeure l'une des principales causes de décès chez les femmes. Alors, ce séminaire va réduire le décès des femmes qui viendront en contact vers nous. Donc, toute femme qui viendra vers nous, qui aura ce problème, franchement, avec les connaissances que nous aurons aujourd'hui, nous allons aider cette personne. Nous allons prolonger l'espérance de vie de cette personne. Nous allons aider cette personne à combattre cette pathologie meurtrière qui détruit les femmes, qui détruit les familles. Ça va venir susciter une inquiétude. Dès qu'on te diagnostique de ça, tu commences à avoir une inquiétude. Et dans la société maintenant, même au niveau de l'OMS, ça suscite une inquiétude. Parce qu'on se dit, mais waouh, c'est l'un des cancers qui cause le plus de morts chez des femmes. Donc, il y a un besoin urgent d'information et de sensibilisation. En tant qu'aide-marqueur,
Nous sommes des ambassadrices et ambassadeurs de la santé et du bien-être. En tant qu'ambassadeur de la santé et du bien-être, ton devoir, c'est quoi? C'est de sensibiliser. Ton devoir, c'est quoi? C'est d'informer les gens des conséquences, des causes et de la prévention de ce cancer du sein. Le cancer du sein est une maladie qui se caractérise par la formation des cellules cancérogènes dans les tissus mammaires. Oh yes, ça se localise. Les cellules qui ont été multipliées d'une façon anormale viennent maintenant envahir les tissus mammaires. Ça peut affecter autant les femmes que les hommes. Je vous apporte une information aujourd'hui. Est-ce que vous savez que même les hommes peuvent avoir le cancer du sein? Parce que eux aussi, c'est vrai que les seins ne sont pas développés, mais au niveau de leur thorax, ils ont des bouts de seins et ils ont par conséquent, ils ont des tissus mammaires. Donc, même les hommes peuvent avoir le cancer du sein. Bien que c'est très rare, mais ce n'est pas impossible que un homme ait le cancer du sein. Sortez d'ici déjà avec comme information Ma que chérie, c'est très important ce que tu nous ça dis là. peut Je ne sais pas où est-ce que tu peux te mettre pour ne pas que ça atteindre entrecoupe comme ça. les hommes, Parce que ça entrecoupe. ça atteint les femmes. Je ne sais pas, je ne peux pas faire la magie aujourd'hui. Peut-être il pleut, c'est peut-être le climat. Et je peux pas aller à la cuisine, ça sera pire. Ah, bon. Ça sera pire à la cuisine, oui. Donc, voilà, c'est ça. Il y a toujours On des va faire attaques, hein. avec. On va On faire fait avec. avec, il y a des attaques. Ça concerne les femmes. C'est un truc qui est très important. Et c'est aujourd'hui que le réseau a décidé. Moi, j'envoie le sang de Jésus dans ce réseau et il fonctionne bien jusqu'à la fin de notre formation. J'ai Amen. prié. Amen. Voilà. On Amen. prend autorité sur ce réseau. On De prend toutes les façons, l'autorité. c'est bon Nous là. sommes des C'est enfants bon. de Dieu ou pas. C'est bon. Voilà. La voix est bonne là. Merci, maman. Mm. Donc, maintenant, quelles sont les spécificités du cancer du sein? Le cancer du sein est une forme de cancer qui se développe principalement dans les tissus du sein, dans les tissus mammaires. Il existe différents types de cancers du sein, dont les plus courants sont le carcinome canalaire infiltrant et le carcinome lobulaire infiltrant. Donc, il y a deux termes ici. On a le carcinome canalaire infiltrant et le carcinome lobulaire infiltrant. Cette maladie peut survenir chez les hommes, comme j'ai dit tantôt, mais elle est beaucoup plus fréquente chez les femmes. Même les femmes ménopausées, malheureusement, même les vieilles peuvent avoir le cancer du sein. Alors, on va parler de l'épidémiologie et des statistiques mondiales, hein, et locales, les statistiques mondiales. Les statistiques sur le cancer, parce que quand on dit que c'est la maladie la plus mortelle chez les femmes, il faut bien que je vous apporte certaines statistiques pour que vous preniez conscience de ce que c'est que cette maladie qui vraiment vient détruire non seulement la femme qui est malade, mais toute une famille. Ça déstabilise toute une famille. Donc, les statistiques sur le cancer du sein peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre en raison de différents facteurs. Je prends le cas de la France. Le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes. Sa mortalité diminue fortement grâce au dépistage précoce. Il faut faire le dépistage précoce. En Occident, ici, à partir de 50 ans, chaque année, tu dois aller faire l'échographie mammaire. Si j'ai des leaders, des invités qui sont ici sur le panel, et vous êtes en Afrique, et en Afrique, il n'y a pas ce dispositif qui vous contraint à aller faire la mammographie chaque année, de grâce les leaders, si vous avez à partir de 50 ans, allez
économisez votre argent chaque année et allez faire l'échographie mammaire, qui est le mammogramme. Allez faire votre mammogramme chaque année. La mortalité diminue fortement en Europe parce qu'on fait le dépistage tôt et précoce. Chaque année, écoutez ça les leaders, 59 000 femmes sont diagnostiquées d'un cancer du sein, selon l'Institut Curie. C'est beaucoup, hein? C'est normal que le 59 000 femmes. diapositive ne change pas. Parce On que je est suis encore seulement en train de sur parler sur cancer ça. du sein. Comment ça? Normalement, ça devait déjà changer. Non, c'est marqué, voilà, maintenant c'est changé spécificité du cancer du sein. Maintenant, on est là. Tout à l'heure, depuis que Voilà. tu parles, excuse-moi. Donc, comme je disais tout à l'heure, on parlait de l'épidémiologie, que la mortalité est de 59 000 femmes sont diagnostiquées de cancer de sein par an. Ça, c'est seulement en France. Qu'est-ce qu'il en est du UK, du Canada, du Cameroun, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, et j'en passe. Donc, combien de femmes chaque année sont diagnostiquées du cancer de sein? Alors, quels sont les facteurs de risque et les populations à risque d'avoir un cancer de sein? Plusieurs facteurs de risque, hein, on a plusieurs facteurs de risque ici. Plusieurs facteurs de risque peuvent accroître la probabilité de développer un cancer du sein, notamment l'âge. Donc, plus on a l'âge, c'est pour ça qu'en Occident, à partir de 50 ans, on va déjà commencer à te demander de faire la mammographie parce qu'avec la ménopause qui s'installe, on n'a plus les hormones qui sont normales. On a maintenant un déséquilibre hormonal. On a notre estrogène qui a diminué. Ça peut nous prédisposer à ça. Parce que l'organisme même subit un choc. Chaque mois, l'organisme devait produire l'ostérone, produire les ovaires. Si les ovaires ne sont pas fécondés, les ovules ne sont pas fécondés, alors on a saignement. Maintenant, il n'y a plus ça. Tout est bloqué, tout est perturbé dans le corps. Donc, plus l'âge avance, plus on est prédisposé à un cancer de sein. On a des antécédents familiaux. Donc, est-ce que dans ta famille, il y a eu quelqu'un qui a eu le cancer du sein? Donc, ça c'est très important également parce que ces gènes peuvent passer de la maman à l'enfant et de l'enfant au petit enfant. Ça peut passer. On a la mutation génétique, comme les mutations BRCA1 et BRCA2. Donc, la mutation génétique, ça peut être la cause de ça. On a l'hormothérapie également substitutive. Donc, les gens qui ont des problèmes de déséquilibre hormonal et on va commencer à leur donner un traitement hormonal. Des gens même qui ont les ménopauses et on vous donne un traitement hormonal à cause des symptômes de la ménopause, ça peut vous mettre à risque d'un cancer du sein. On a l'obésité, outstanding morning health markers. C'est important d'avoir son index de masse corporelle normal. C'est important d'avoir son poids idéal. C'est important. C'est pas seulement pour la beauté, c'est pas seulement pour porter des habits cintrés, c'est pas seulement pour être contente que j'ai mon corps de rêve. Non, ce corps qui n'a pas de gras, tu es dans ton index de masse corporelle normal, ça va te prévenir le cancer de sein. Si tu es obèse, s'il te plaît, prends déjà action, décide-toi à perdre le poids parce que ce n'est pas seulement pour la beauté, comme j'ai dit, c'est également pour ta santé. La consommation excessive d'alcool. Il y a des femmes qui disent, oh, moi, je bois seulement le champagne. Je bois seulement CCS, à soi, bois 3-4 bouteilles de champagne. Hello, à partir d'aujourd'hui, maman, pardon, baisse le niveau. Baisse le niveau. C'est bien de boire pour ceux qui boivent, mais l'excès nuit dans la consommation excessive d'alcool. Que ce soit le vin rouge, les bières en Afrique, oh my God, elles aiment leur bière. Tu manges le poisson braisé qui est déjà assez gras, tu déposes encore la bière dedans qui est assez grasse, l'obésité sera là et l'excès d'alcool dont tu es prédisposé doublement ou bien 3 fois même. L'exposition à des radiations.
C'est pour ça que notre TerraWater est très important. Parce que notre TerraWater nous empêche d'être exposés à ces radiations. Et même si nous sommes exposés à ces radiations, une fois qu'on aura consommé l'eau de TerraWater, le Terra, la thérapie de Hertz, les fréquences de Hertz qui seront consommées par nous vont sortir ces radiations de notre organisme. Alors, on ne va pas s'arrêter là. Maintenant, on sait les gens qui sont prédisposés d'avoir le cancer du sein. On va continuer maintenant avec les symptômes. Quels sont les symptômes du cancer du sein et comment diagnostiquer un cancer du sein? Les symptômes sont courants, les leaders. Les symptômes du cancer du sein peuvent varier d'une personne à l'autre, mais certains sont les plus courants que d'autres. Donc, moi, je peux avoir, par exemple, je ressens une boule, une autre personne peut ressentir une douleur au dos, à l'arrière de l'omoplate. Les symptômes varient, mais il y a des symptômes qui sont quand même, comment dire, le symptôme là est récurrent. Donc, sur 10 femmes, 7 peuvent avoir le même symptôme et 3 ont des symptômes qui sont différents. Premier symptôme, le changement dans la forme ou la taille du sein. Vous voyez votre sein, il a changé de forme. La taille a commencé à changer. Tu n'as pas pris le collagène pour dire que tu vas booster tes seins. Tu n'as pas fait les exercices pour pouvoir tonifier ta poitrine. Tu te rends compte que ta poitrine prend un volume bizarre. Tu te rends compte peut-être que le sein, le téton, a une forme qui est différente ou c'est en train de rentrer vers l'intérieur. Il faut te poser des questions. Il y a un signe potentiel du cancer du sein, peut-être une modification dans la forme ou la taille du sein par rapport à l'autre. Donc, un sein devient plus gros que l'autre. Il faut commencer à te demander que est-ce que c'est normal? C'est vrai que naturellement, on a un côté de notre organisme qui est plus gros que l'autre. Donc, que ce soit le pied, que ce soit la main, que ce soit les seins, mais ça ne doit pas être le genre aussi flaglant. Déjà, c'est un signe. Cela peut inclure un sein qui semble soudainement plus gros ou plus petit. Voilà. Regardez Il faut ici. changer Soit la il est plus santé gros. positive. Je suis encore dessus, maman. Je, Mm. je suis encore dessus. Je suis sur la même Facteur diapo. de risque, parce qu'on est toujours sur facteur Je, de ne, risque. je suis sur les symptômes. Je ne sais pas Non, pourquoi c'est lent. Je ne ah, sais pas d'accord, pourquoi c'est lent. Mais bon. d'accord, excuse-moi. Maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon, là, symptômes courants, les symptômes Voilà. dans la forme. On est là-dessus. Voilà, donc cela peut inclure un sein qui semble plus gros ou un sein qui semble plus petit ou alors qui a une forme irrégulière. Les seins doivent être ronds, les seins ont une certaine forme. Donc, soit il devient plus petit, soit il devient subitement plus gros, soit il est mal formé, il commence à avoir une forme qui n'est pas normale. Donc, du coup, les leaders, essayez de prendre soin de ça. On continue avec le diagnostic. Donc, le nodule ou la masse palpable dont tu vas toucher ton sein, tu vas te rendre compte qu'il y a une masse, il y a une boule à l'intérieur. OK? Donc, il y a la présence d'une masse ou d'un nodule dans le sein. Et c'est souvent un signe préoccupant. Donc, quand ça arrive, ça veut dire que ces cellules cancérogènes se sont déjà amassées et ils se sont entassés, ils sont venus se regrouper au niveau de ton tissu mammaire. Et voilà, ça fait un bloc et tu ressens une masse. OK? Tu vas ressentir une masse. Mais maintenant, ces nodules ou cette masse, ça peut être ressenti lors de l'auto-examination. À partir de 45 ans, les mamans, ayez cette habitude que quand vous allez vous laver, palpez vos seins. Essayez de palper vos seins, essayez de voir parce que, bon, Dieu merci, on a les compléments, on a des anticancérogènes qui vont empêcher notre corps d'arriver là-bas, mais que cela n'empêche ne vous donne pas l'opportunité de ne pas faire votre auto-examination. Donc, il faut tout le temps palper vos seins et vous allez constater qu'il y a quelque chose ou qu'il n'y a pas quelque chose. Et si vous constatez une masse, que dans votre tête, vous sentez qu'il y a quelque chose d'anormal, s'il vous plaît, allez rapidement consulter un médecin pour qu'on vous fasse une échographie.
Vous êtes assis, vous n'allaitez pas, vous n'êtes pas enceinte. Subitement, vos tétons commencent à couler. Les tétons commencent à couler, c'est un signe de cancer, un symptôme du cancer de sein. Allez rapidement vous faire consulter. Un écoulement anormal du mamelon, en particulier s'il est sanglant. Non seulement ça coule, et en plus, vous voyez des traces de sang à l'intérieur. C'est un symptôme qui nécessite une évacuation médicale. Donc, vous avez un écoulement qui n'est pas blanc, il est rosâtre. Vous constatez qu'il y a un peu de sang à l'intérieur. Mes chers leaders, allez rapidement à l'hôpital. Tout écoulement spontané du mamelon en dehors de la grossesse ou de l'allaitement doit être signalé à un médecin immédiatement. Allez signaler ça à un médecin immédiatement. Le sein ne peut que couler si on est enceinte, si on a allaité ou bien si on vient de finir d'allaiter. Si ça commence à couler spontanément, allez consulter le médecin. Maintenant, comment est posé le diagnostic? Le diagnostic du cancer du sein implique généralement plusieurs étapes, notamment un examen clinique. Tu vas à l'hôpital, le médecin généraliste va d'abord te voir, le professionnel de la santé, il va procéder par un examen clinique, c'est-à-dire pour essayer de détecter, il va palper tes seins, il va te poser des questions, essayer de détecter s'il y a une anomalie qui peut être constatée par le palpage des seins. OK? Il va essayer de voir est-ce qu'il y a changement de forme, est-ce qu'il y a une masse, est-ce que la texture de la peau également a changé? Parce que même la texture de la peau peut changer. Le deuxième examen, après l'examen clinique, s'il n'est pas très sûr ou bien il doute de quelque chose, il va t'envoyer faire la mammographie. Et la mammographie, c'est la radio spécialisée des seins. Donc, vous êtes debout, vous enlevez votre soutien et vous passez au niveau de l'appareil. De la radio, là, c'est la mammographie. Ça va venir aider à détecter des anomalies précoces. Ça détecte les anomalies précoces, même avant qu'elles ne soient palpables. Donc, c'est pour ça que à partir de 50 ans, de grâce, allez vous faire une mammographie. Ça pourra détecter avant que la masse ne devienne épaisse, la masse ne grossisse, ne prenne le volume pour que ça soit détectable par les doigts. Vous, avec la mammographie, ça va venir aider. Elles sont souvent utilisées, la mammographie, dans le cadre de dépistage du cancer du sein, en particulier chez les femmes à risque élevé. Les femmes à risque élevé, c'est les femmes qui sont avancées en âge, des femmes qui ont dans leur famille il y a déjà eu un problème de cancer, les femmes en obésité, les femmes qui, euh, qui ont pris des, des, des compléments alimentaires hormonaux et tout ça Ouais, là, Seigneur. et j'en passe. Donc, Mm, ce sont ces femmes mm. qui sont à risque d'avoir un cancer de, de sein. Ouais. La troisième Mm, mm.
Si on a des bonnes euh, diapositives, on peut au moins lire. Et là, ça crypte et c'est excuse-moi, hein, parce que on ne comprend pas et puis il n'y a pas la bonne pas diapositive. On ne peut pas lire. utilisé, c'est une biopsie. Donc, vous êtes Hmm, ouais, parti Seigneur. le, le, le médecin généraliste a constaté qu'il y a la mammographie, il constate qu'il y a une masse. La biopsie, on va te mettre une aiguille et un morceau de cette détectée lors de... Il y a un problème là. Est-ce que ça va? Vous m'entendez? Continue à parler, on va voir. Ça bug énormément. Ça bug Ça beaucoup. bug. Depuis tout à l'heure, tu as parlé et on On n'entend n'entend pas. pas. Et puis, comme il n'y Les a pas de diapos ne diapos suivent pas. qui ne suivent pas, on ne peut pas lire. Et si possible, de reprendre même tout, parce que Ça sera long, hein? Bon. on n'a pas de choix, parce que là, ça va être à moitié, même si tu enregistres. Autant mieux, autant mieux commencer tout et survoler même. Le seul problème, c'est que je ne sais pas comment couper la vidéo. Anyway, on va recommencer. Aujourd'hui, on parlait du cancer du sein, la prévention, symptômes et traitement. Donc, qu'est-ce que le cancer? On va commencer par là. Qu'est-ce que le cancer? Donc, le cancer, comme je disais tantôt, c'est une maladie qui est caractérisée par la croissance anormale et incontrôlée des cellules dans notre corps. Donc, on a des cellules de grâce. Fermez vos micros. De grâce. Donc, les cellules qui doivent normalement se reproduire commencent à se multiplier d'une façon anormale. Il y a une anarchie totale dans le corps. Les cellules ne contrôlent, les organes ne contrôlent plus la formation des cellules. Ça se forme d'une façon vraiment anarchique. Donc, les cellules cancérogènes peuvent agir d'une façon euh, ça peut partir d'un organe qui est entré en déséquilibre pour venir affecter un organe qui est normal. Donc, ça vient affecter les tissus de l'organe qui est en santé et cet organe va maintenant commencer à être perturbé, à ne plus bien fonctionner. On va avoir un dysfonctionnement de l'organe qui sera attaqué par ces cellules cancérogènes. Donc, le cancer peut se développer dans le corps, dans n'importe quelle partie de notre organisme, y compris notre sein. Ça peut également se développer dans notre sein. Donc, le cancer de sein, c'est quoi? Le cancer de sein, il va venir demeurer dans les cellules cancérogènes-là, vont venir demeurer principalement au niveau de nos seins. Et on a constaté maintenant que le cancer du sein est la principale cause de décès chez les femmes à travers le monde entier. De nos jours, c'est l'une des maladies les plus mortelles chez les femmes. Maintenant, qu'est-ce que ça suscite? Ça suscite une inquiétude. Si on a une maladie qui est la plus mortelle chez les femmes, alors ça devient inquiétant parce que la croissance devient tellement importante. En tant que headmaker, en tant qu'ambassadrice de la santé et du bien-être, cette information ne doit pas vous alarmer. Au contraire, ça doit vous mettre dans une position d'informer les gens autour de vous, de sensibiliser les gens. Donc, vous devez être une ambassadrice dans la sensibilisation des femmes en ce qui concerne le cancer du sein. Vous devez être une ambassadrice dans
l'information, informer les femmes que le cancer du sein est la maladie la plus meurtrière chez les femmes au XXIe siècle. Cette maladie est caractérisée par la formation des cellules cancérogènes dans les tissus mammaires. Donc, on a des tissus mammaires. Les cellules cancérogènes viennent envahir les tissus mammaires et directement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir faire comme une masse. Ça peut affecter non seulement les femmes, même les hommes aussi. Parce que même les hommes ont des tissus mammaires au niveau de leur thorax, de leur poitrine. Ils ont des tissus mammaires. C'est vrai que les cas sont minimes chez les hommes, mais ça n'empêche qu'ils soient prédisposés à avoir un cancer de sein. Donc, le cancer de sein a une certaine spécificité. Il y a des spécificités. Il y a le cancer du sein. C'est une forme de cancer qui se développe principalement dans les tissus du sein, les tissus mammaires. Il existe différents types de cancer de sein. OK? Donc, deux types. On a le carcinome canalaire infiltrant et le carcinome lobulaire infiltrant. Lobulaire infiltrant. Donc, cette maladie peut survenir chez les hommes comme chez les femmes, mais c'est beaucoup plus fréquent chez les femmes. Maintenant, l'épidémiologie, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les statistiques mondiales? Qu'est-ce que l'OMS nous dit en ce qui concerne le cancer du sein? Donc, les statistiques sur le cancer du sein peuvent varier considérablement d'un pays à un autre. Donc, plus un pays est développé, plus on peut diagnostiquer le plus rapidement possible par rapport aux pays non développés. En France, par exemple, le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes. Sa mortalité diminue fortement grâce au dépistage précoce. Je disais tantôt, c'est vrai que ça buguait, qu'à partir de 50 ans en Occident, on vous offre une mammographie gratuite chaque année. Vous devez aller faire la mammographie, en tout cas en Angleterre, c'est comme ça, c'est gratuit, tu dois aller faire chaque année. En France, Donc, tous les chaque 2 ans. année, tous les 2 ans en France. Merci, Tous les 2 ans Lydia. en France. Mhm. Donc, chaque année en France, 59 000 femmes sont diagnostiquées de cancer de sein. Ça, ce n'est qu'en France. Combien sont diagnostiquées en Angleterre, au Canada, en Afrique, au Cameroun, au Burkina, au Mali, et j'en passe. Combien ne sont même pas diagnostiquées? Ça, ce n'est que celles qui ont été diagnostiquées. Certaines n'ont pas été diagnostiquées. Donc, vous voyez pourquoi on dit que c'est la maladie la plus mortelle des femmes de nos jours. Le facteur et le risque, les populations à risque, c'est les qui sont à risque d'avoir le cancer. Donc, plusieurs facteurs peuvent accroître la probabilité de développer un cancer du sein, notamment l'âge. Plus l'âge avance, plus on est prédisposé à avoir un cancer de sein. Plus on a la ménopause, on est avancé, on ne produit plus assez d'oestrogène, on a la ménopause, dans le cycle, les hormones, tout est mélangé dans le corps, on est prédisposé. On a les antécédents familiaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a eu le cancer? Pas forcément le cancer de sein. Est-ce qu'il y a le cancer dans votre famille? On a la mutation génétique, comme les mutations de BRCA et BRCA2. Come and open the door, girls, please. Donc, on a ces prédispositions. On a l'hormone thérapie substitutive. 1 minute. Aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui, franchement. Surtout que ça passe bien maintenant. Yeah, you have to get a jacket. Now I have a meeting. Nobody's there to open the door. It's drawing time. Désolé, les leaders. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Non. Ça va, ça va. T'inquiète pas. On va y arriver. C'est ça. Mm. Donc, on a les mutations génétiques également. J'en ai cité. On a les hormonothérapies, les hormonothérapies là. Donc, les femmes, quand elles ont la ménopause, elles ont des bouffées de chaleur, elles ont tous ces problèmes, les maux de tête, les sautes d'humeur, par-ci, par-là. Et à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va vous proposer? On va vous proposer une hormonothérapie. Les grâces de grâce, les mamans. Cette hormonothérapie, à long terme, va vous prédisposer à un cancer de sein.
l'obésité. L'obésité. On ne cessera de parler de ça à EDMAC International. Ayez votre index de masse corporelle normal. Avoir le poids idéal, ce n'est pas seulement parce qu'on veut mettre de beaux vêtements, parce qu'on veut être sexy, parce qu'on veut avoir la silhouette qu'on avait quand on est jeune. Ça va au-delà de là. Ça va vous protéger. Ça va vous empêcher d'être prédisposé à avoir le cancer de sein. Donc, regardons notre poids au-delà de la beauté, au-delà de la séduction, au-delà de vouloir être mannequin. C'est au-delà de ça. Tu peux être mannequin, mais tu as de l'hypercholestérol. Tu peux être mannequin, mais tu fais du diabète. Est-ce que ça va t'aider? Donc, pensons, aujourd'hui, on parle du cancer de sein. En ce qui concerne le cancer de sein, quand tu as ton poids normal, tu es moins à risque de contacter un cancer du sein. Alors, combattons l'obésité autant qu'on combat le cancer du sein. La consommation excessive d'alcool, c'est le luxe maintenant au pays. Je prends le cas du Cameroun. On ne peut pas manger sans une bière à côté. OK, quand tu vas boire ta bière, est-ce que tu vas prendre ton shake-off? Est-ce que tu vas penser qu'il ne faut pas que cette bière reste dans ton corps? Parce que plus tu vas laisser dans ton corps, plus tu seras prédisposé à avoir le cancer du sein. On parle de l'exposition à des radiations. Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. Les radiations, on ne peut pas les empêcher, mais on va dire gloire à Dieu étant à EDMAC International, parce qu'avec notre TerraWater, on va éliminer ces radiations de notre système d'une façon naturelle, sans effet secondaire. Outstanding morning. Parce qu'avec le TerraWater, les radiations auxquelles nous sommes exposés tous les jours, ces radiations seront évacuées de notre système avec notre TerraEarth. Avec notre TerraEarth, ça sera expulsé de notre corps. Donc, nous avons tout à EDMAC pour être en santé, pour être belle et pour avoir tout ce que nous pouvons désirer avoir et voir les enfants de nos enfants grandir. Quels sont maintenant les symptômes et les diagnostics et comment diagnostiquer le cancer du sein? Les symptômes courants, chez certaines personnes, il y a des symptômes qui peuvent varier. Hein. Les symptômes ne sont pas identiques. Le gens va dire que tout le monde aura mal à la tête. Non, les symptômes peuvent varier d'une personne à une autre personne. On a les symptômes qui sont également courants. Genre, sur 10 personnes, 7 auront le même symptôme. Les 3 autres auront des symptômes différents. Le premier symptôme, c'est par exemple le changement de la forme et la taille de ton sein. Ton sein n'a plus la forme normale. Ton sein, même la peau, comment la texture de ta peau va changer. Soit ça devient trop gros, soit ça devient plus petit. Donc, il y a la taille et tout ça là qu'on doit vraiment prendre en considération. On doit prendre ça en considération. Ou alors, on a un symptôme comme subitement, tes seins commencent à couler. Tes seins commencent à couler subitement. Tu te rends compte que tu as un sein qui commence à couler. Tu n'es pas enceinte. Tu n'es pas en train d'allaiter. Mais ça fait comment jusqu'à tes seins vont commencer à couler. Et en plus, non seulement ça coule, si ça coule blanc, on peut encore se dire qu'il y a un reste de lait depuis quand tu allaitais. Mais maintenant, ça coule, c'est rosâtre, il y a des traits de sang à l'intérieur. Allez rapidement vous faire consulter. Allez rapidement vous faire consulter. On a la présence d'une masse dans notre sein. Lorsque tu fais ton auto-examination, tu palpes tes seins, tu constates qu'il y a une boule à l'intérieur. Alors, s'il te plaît, va rapidement consulter un professionnel médical. Va à l'hôpital. Il y a l'écoulement mammaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ces symptômes nécessitent rapidement d'aller voir un médecin. Rapidement. Et maintenant, vous avez les écoulements, vous avez la texture de la peau de votre sein qui a changé, vous avez un sein qui est devenu plus gros que l'autre, ou alors vous avez un sein qui est devenu plus petit que l'autre, vous sentez une masse dans votre sein, vous avez de l'écoulement au niveau de votre sein. Maintenant, allez à l'hôpital. Comment le médecin va faire le diagnostic? Premièrement, ça implique plusieurs stades. Il y a plusieurs étapes pour qu'on vous fasse un diagnostic. Le médecin va d'abord commencer par vous faire un examen clinique qui est quoi? Qui est essayer de palper avec ses doigts et ses mains pour essayer de voir est-ce qu'il y a une masse. Il va essayer de toucher la texture de la peau. Est-ce que la peau elle est normale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout?
Ça, c'est la première étape. S'il constate qu'il y a quelque chose qui est anormal, qui n'est pas normal, il n'y a rien d'anormal, ou alors c'est anormal, il va vous envoyer faire maintenant une mammographie. La mammographie, c'est quoi? C'est une radio qui, qui est spécifique pour les seins. C'est un appareil où tu vas partir, ce n'est que pour les seins. La mammographie, on ne peut pas faire un autre examen, rien que sculpter tes seins. Et la mammographie va détecter les plus petites particules, même quand c'est au début. C'est encore en train de commencer à se former la masse, qu'on ne peut même pas ressentir au niveau du palpage. La mammographie va capter ça. La mammographie va directement détecter ça. Et c'est souvent utilisé dans le cadre du dépistage parce qu'il y a d'autres symptômes, mais on ne voit pas de masse, on t'envoie faire une mammographie. Donc, ça va détecter le plus rapidement possible les symptômes de votre cancer de sein. Et plus ça sera diagnostiqué le plus rapidement possible, plus vous serez rapidement pris en charge et les risques seront vraiment minimes. Donc, comment est composé le diagnostic? Dans le diagnostic, il y a la biopsie. Et il y a plusieurs types de biopsies. Il y a la biopsie qu'on peut détecter par une aiguille fine. Il y a une petite aiguille, on va piquer, on va t'injecter, on va localiser et on va extraire le liquide, le fluide qui est dans la masse. Il y a la biopsie à grosse aiguille. Donc, il y a une aiguille plus grosse qu'on va insérer et on va extraire. Il y a une biopsie par excision, donc on va vraiment couper pour aller couper un morceau de la masse et pour venir faire le diagnostic. Donc, vous voyez, à l'aiguille épaisse, on va aller toucher le ganglion. Donc, la biopsie, à quoi ça sert? La biopsie va permettre de prélever un échantillon pour amener au laboratoire pour qu'on fasse des analyses les plus approfondies, les plus poussées, plus approfondies. Et il y a d'autres tests en dehors de la biopsie. Donc, en fonction du résultat de la biopsie, maintenant, on va évaluer cliniquement. Est-ce que c'est déjà cancérogène? Est-ce que la masse que tu as, elle est bénigne? Ou alors, la masse que tu as, elle est déjà cancérogène? C'est en fonction du résultat de la biopsie qu'on saura. Si maintenant on constate que c'est peut-être bénin ou alors cancérogène, tu vas passer maintenant à l'étape supérieure qui est l'IRM. L'IRM qui est le scanner. C'est là où on t'envoie maintenant faire un IRM. Et lorsque tu vas faire l'IRM, c'est maintenant qu'on verra l'étendue de la maladie. Est-ce que ça a pris tout le sein? Est-ce que ce n'est qu'à un endroit? Est-ce que c'est au stade 1, au stade 2? Et j'en passe. Maintenant, la prévention et le dépistage du cancer du sein. Il y a des mesures préventives. La prévention et le dépistage ont un rôle essentiel pour lutter contre le cancer du sein. L'auto-examination, palpez vos seins régulièrement, les mamans. Palpez vos seins. On vous encourage à le faire. Pratiquez-le régulièrement, l'auto-examination, pour détecter le plus tôt possible s'il y a une anomalie. La taille, soyez aussi vigilante. La taille du sein, est-ce qu'un s'est atrophié ou bien un s'est hyper atrophié, donc un est devenu plus gros ou il est devenu plus petit? Observez-vous, les mamans. Regardez-vous dans le miroir, observez votre beauté et consultez-vous, faites votre propre consultation également. Bien que l'auto-examination ne soit pas suffisant pour le dépistage, il peut aider à le détecter, à détecter des anomalies potentielles. Ça peut détecter des anomalies le plus tôt possible. Maintenant, le rôle de notre alimentation et notre mode de vie. Outstanding morning, Ed Markers. Amen. Outstanding morning. Notre mode de vie est très important. Nous savons tous que nous devons manger 80% alcalin et 20% acide. Pour éviter que ce cancer vienne s'installer dans votre corps, vous devez consommer comme ça pour que votre corps soit alcalin. Le cancer ne pourra que s'installer dans un corps qui est excessivement acide et qui est déoxygéné. Donc, le rôle de l'alimentation dans notre mode de vie, on doit adopter un mode de vie sain qui contribue à réduire le risque de cancer de sein. Qu'est-ce que cela inclut?
une alimentation équilibrée dont je parlais tout à l'heure, 80% alcalin, 20% acide, bien qu'on fait souvent l'inverse. On ne cessera de parler de ça de telle en sorte que ça va rester dans votre tête. Lorsque tu prends ton assiette, ta conscience te jure que diminue l'acidité et augmente ce qui est alcalin dans ton assiette, les fruits et les légumes. OK? Il faut que ça entre dans votre tête. Mais il faut dire ça tout le temps, tout le temps. Et plus on saura, plus nous, les mamans, on va éduquer nos enfants dans cette optique et ils vont grandir avec ça. Nous, on n'a pas eu le temps de grandir avec ça. Nous, on a grandi avec 99% acide, 10% alcalin. Mais nous, maintenant, on a la connaissance. Ayant la connaissance de grâce, passons cette connaissance à notre génération, à nos enfants. Passons ça autour de nous. Nous sommes des ambassadeurs, j'ai bien dit, de la bonne information, de la sensibilisation. En tant qu'ambassadrice de ça, nous devons déjà être des modèles nous-mêmes. Nous devons déjà pratiquer ça dans nos assiettes. Personne n'est dans ta maison pour vérifier ton assiette, mais ta conscience est avec toi dans ta maison. Je vous laisse avec vos consciences, les leaders. On doit faire un peu de sport régulièrement. Moi, ces jours, si vous ne me voyez pas faire des vidéos de sport, vous savez quel sport je fais? Je cours dans mes escaliers. C'est mon sport. Je cours dans mes escaliers. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, au moins 10 fois. C'est ma période de sport. Parce que je n'ai pas le temps de mettre une caméra, faire le sport, mais étant consciente que je dois faire une petite activité par jour, voilà ce que je fais dans ma maison. Vous pouvez le faire. Si vous aimez danser, mettez les musiques qui sont chaudes, dansez. Quand vous faites le sport, même votre cœur est content. Parce que ça permet aux valves de votre cœur de pomper le sang au rythme qu'il faut. Ça permet d'oxygéner votre cerveau. Ça permet d'oxygéner vos organes. Les leaders, le sport, ce n'est pas pour le fashion, c'est pour la santé. Une petite activité. Il faut que votre cœur batte fort. Et c'est de ça qu'il s'agit. La limitation de la consommation de l'alcool, les leaders. Limitons la consommation. Ce n'est pas interdit. Tout excès nuit. Ce n'est pas mauvais que quand on se retrouve, comme on s'est retrouvé chez Maman Hélène, on a ouvert 2 bouteilles de vin, on a bu un peu de champagne, un peu là, voilà. Le lendemain, on était au pas de course. Tout a été brûlé. Au pas de course, à peine même si on a mangé. Est-ce que je mens les leaders qui étaient à Paris? Donc, on était au pas de course. Tu n'accumules pas. Toi seul, tu manges le poisson braisé, le porc braisé à côté, les féculents sont comme ça, le plantain est frit. Hey, le corps, même le pancréas, même te dit mince. Le foie te dit, moi, je ne peux pas gérer tout ça. Hein. Je ne sais pas sur quoi tu comptes, hein, pardon. Hein. Et tu prends la bière, tu ajoutes dessus, pan. Tu prends le jus, tu ajoutes dessus, pan. Tu dis, oh, la vie est belle. La vie n'est pas belle. Tu manges le tarot. La vie n'est pas belle, les leaders. La vie n'est pas belle. Ça, ce n'est pas ce qu'on appelle la belle vie. Donc, diminuons la consommation de l'alcool. Arrêtons la cigarette. Quand on parle du tabagisme, ce n'est pas seulement la cigarette. Hein. Les chichas là, tu sais que tu mets quoi dans tes poumons? C'est quoi ce truc que tu inhales et tu ne fais que inhaler? Qu'est-ce que tu mets? À cause de la mode, à cause du fashion, on a tellement dit que la cigarette détruit, que maintenant on allait créer quelque chose qui est même pire que la cigarette. Qu'est-ce qui est pire que la cigarette? Et on est là, on dit qu'à cause de la mode, il prend seulement le chicha, il m'en va au lounge, au bar. Tu sais que tu mets quoi dans ton corps? Pardon. Tu peux faire peut-être ça un temps, une fois en passant. Si tu as un chicha, une fois en passant, pardon, diminue. Le cancer du sein, c'est là. Pardon, il faut diminuer. Il y a la limitation, on doit limiter l'exposition à certains risques. Il y a des gens qui aiment aller faire les radios. Tu n'as pas un problème. Tu crois qu'il faut que je fasse la radio? Non. Réduisons notre exposition aux radiations. Réduisons ça. Il faut faire quand c'est nécessaire et indispensable. Réduisons ça. Surtout ceux qui n'ont même pas encore le TeraWater. Réduisez ça au maximum. On doit éviter les radiations excessives, particulièrement chez les jeunes filles. Parce que ça commence même chez les jeunes filles. On doit éviter ça, même chez nous les mamans. Et on doit s'assurer d'avoir un bon encadrement médical, c'est-à-dire à partir de 45 ans, 50 ans. Allez faire, les mamans, votre mammographie par an.
épargnez, faites-vous ça plaisir. L'argent que tu voulais acheter, ton joli sac à main, ton Louboutin là, prends l'argent là, va faire ta mammographie. Parce que si tu ne fais pas la mammographie, tu ne pourras pas porter le boutin. Tu seras à l'hôpital, coincé dans les lits d'hôpital comme moi, 12 ans. Que ce ne soit la portion de personne. Donc, prenez l'argent là, allez faire vos tests le plus rapidement possible pour prévenir le cancer du truc. Surtout si vous êtes déjà en préménopause et vous avez la ménopause. Franchement, prenez ce que je vous dis au sérieux. C'est très, très important. Maintenant, c'est quoi l'importance du dépistage? Le dépistage précoce est très important du cancer du sein. C'est essentiel à augmenter les chances du succès d'un traitement, les chances de guérison. Il y a des gens qui guérissent parce qu'on a détecté tôt. Si on détecte au stade 1, on détecte quand c'est encore bénin, avant que ça ne se transforme en cancer. C'est facile que tu puisses avoir ton traitement et que tu puisses guérir. Il y a plusieurs types de dépistage. Vous voyez? Allez faire les mammographies, comme je vous ai dit, les leaders. Les mammographies, allez les faire. Entre 50 et 74 ans, allez faire chaque année. Si en France, on dit 2 ans, mes leaders, allez vous payer un. Allez vous faire un chaque année. Donc, vous avez un que vous allez payer. Le SAMU va payer l'autre après. Allez vous faire dépister. Donc, plus vous allez faire ça, plus ça va vraiment vous empêcher d'être à risque de cancer. On continue. L'autopalpation. Continuez à vous palper de temps en temps. Continuez à toucher et encouragez à vos adolescentes de le faire également. Parce que quand l'enfant adolescent, tu ne peux plus toucher l'enfant comme ça, pardon. C'est mon corps, hein, de grâce. Tes mains là, ne te recule pas de moi. Donc, encouragez les enfants, causez avec vos enfants de temps en temps. Moi, je n'ai que des filles. Imaginez, je n'ai que des filles. Donc, je fais ça avec les filles, je les parle même en blague comme ça. Est-ce que vous savez que vous pouvez palper, machin, machin, et tout, et tout. Vous voyez, donc l'auto-examination est très important parce que ça va permettre de diagnostiquer quelque chose le plus rapidement possible. On a également l'échographie aussi. On peut faire une échographie mammaire. Vous voyez, allez demander, allez payer, même dans une clinique, allez faire une échographie mammaire. Si où vous êtes, il n'y a pas un mammogramme, allez faire une mammographie, là, pareil, allez faire votre écho mammaire, allez faire votre écho mammaire. Donc, il y a des campagnes, des initiatives. Il y a une dame qui m'a contacté récemment. Elle est en train de faire la campagne parce que octobre, c'est le mois du cancer du sein. Ce n'est pas tous les cancers qu'on fait, on délègue un mois. C'est parce que c'est le plus mortel. Est-ce que vous avez déjà vu, on dit que c'est le mois du cancer de l'utérus ou le cancer de ceci? Non, ceci est le plus mortel. Donc, du coup, elle m'a contacté, elle m'a dit, je suis en train de faire une charité et je vais faire les dépistages gratuits, elle est au Nigeria, gratuits du cancer du sein. Est-ce que tu peux m'aider financièrement? Je lui ai dit, avant la fin de cette semaine, je vais t'envoyer, je vais te faire un dépôt. Même si c'est 5 000 que j'envoie, ça pourra permettre qu'on fasse l'examen à une personne, à une femme. Ça pourra permettre de sauver une vie. Donc, il y a des campagnes comme ça, là, de dépistage, ou peut-être si vous connaissez vraiment et que vous pouvez aider dans ce contexte, ça ne va pas vous déranger. Donc, comme je disais, le mois d'octobre, qu'on appelle Octobre Rose, c'est généralement désigné comme le mois de la sensibilisation au cancer du sein. C'est marqué par la campagne de sensibilisation, des événements et des collectes de fonds dans le monde entier. Notre réunion d'aujourd'hui, on est en train d'entrer dans cette campagne de sensibilisation, d'information des femmes en ce mois d'octobre. On pense à nos sœurs qui l'ont déjà, on pense à celles qui n'ont pas encore, et on pense à comment on peut aider ceux qui ont déjà. Ça, c'est notre part de sensibilisation en tant qu'éducateur. On pense également comment prévenir que nous-mêmes, nous ne soyons pas atteints de ça. Et comment parler aux gens autour de nous. On a encore quelques jours au mois d'octobre. Faites un coup de fil de 3-4 femmes que vous connaissez. Faites un appel de groupe. Dites-leur que vous savez que le mois d'octobre, c'est le mois du cancer du sein. Vous savez que vous êtes à risque. Vous savez, voici. Et voilà ce que Edmark propose pour vous. Vous avez sensibilisé. Donc, ne laissons pas ce mois d'octobre passer comme des ignorants parce que nous avons la connaissance.
le traitement du cancer du sein. Maintenant, on parle du traitement dans la médecine conventionnelle. On va parler des marques après. Donc, les options de traitement pour le cancer du sein dépendent du stade du cancer. On a plusieurs stades. On a le 1, le 2, le 3 et le 4. Et après, on entre en phase de métastase. Et maintenant, ça dépend également du type de cancer, de la taille de la tumeur, de son grade, de la présence de récepteurs hormonaux, de la santé générale du patient et d'autres facteurs individuels. Je reprends cette diapo. Les options de traitement du cancer du sein dépendent du stade de la maladie, du type de cancer, de la taille de la tumeur, de son grade. Quand on parle du grade, est-ce que c'est 1, 2, 3 ou 4 ou déjà métastasé, de la présence des récepteurs hormonaux, de la santé générale. Donc, toi, le patient, on a détecté que tu as ça. Avant de te soigner, il faut qu'on constate tout ça. Et qu'est-ce qui va permettre qu'on détecte tout ça? C'est l'IRM. C'est l'IRM qui va permettre qu'on détecte tout ça. Et ta santé générale, est-ce que tu peux supporter le traitement? Est-ce qu'en général, tu as quand même un peu de santé ou bien alors tu es très faible, on ne peut pas commencer le traitement? On a la chirurgie. Il y a des chirurgies, c'est l'un des traitements possibles, souvent, souvent en complément d'une chimiothérapie. Dans la chirurgie, on vient d'abord, on enlève la masse et pour ne pas courir des risques que peut-être quand on enlevait la masse ou avant d'enlever, ça avait déjà traversé dans l'autre sein ou sur l'autre organe, on te permet de faire une chimiothérapie qui va venir éradiquer tout risque ou bien tout ce qui est resté comme cancer dans le sang, tout ce qui pourra, qui peut avoir peut-être traversé pour aller au niveau des poumons ou aller au niveau du foie. Parce que qui dit cancer de sein, quand ça métastase, ça commence par où? Par les poumons et le foie. C'est là-bas que ça métastase. Donc, on va te donner une chimiothérapie qui va empêcher que ça se propage dans le corps. On aura une mastectomie, c'est-à-dire on va enlever tes seins, on va enlever des seins. Il s'agit de l'ablation complète des seins. Mais de nos jours, la technologie a été tellement développée que lorsqu'on fait l'ablation, moi j'ai une amie qui a eu l'ablation, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la peau, on laisse ta peau, c'est-à-dire qu'on ouvre, on laisse ta peau pendante et on prend la graisse soit de tes fesses, soit de tes hanches, on prend et on reconstitue ton sein directement. Parce qu'ils avaient constaté que lorsqu'on faisait l'ablation, la femme entrait en psychose. L'organisme se demandait, mais où sont passés les seins? Donc, tu entrais en une psychose, tu entrais un déséquilibre hormonal. C'était vraiment, vraiment terrible chez des femmes qui avaient ces ablations. C'était terrible. Psychologiquement, mentalement, émotionnellement, le corps subissait un choc. Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils font cette mastectomie, il laisse la peau et il reconstitue sur la table d'opération avant que tu ne ressortes. Comme ça, au moins, toi-même déjà, tu n'es pas mentalement déjà choqué et l'organisme n'est pas trop choqué également. Donc, la technologie a vraiment évolué, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Donc, on doit dire merci au Seigneur d'avoir donné la connaissance à l'humain, de pouvoir avoir toutes ces connaissances. Donc maintenant, quels sont les traitements du cancer? On continue, hein, on a parlé déjà de l'ablation, on a parlé de la chimiothérapie et on a parlé de la chirurgie également. Maintenant, on va passer par la chirurgie constructive dont je parlais tout à l'heure. On va reconstituer ton sein. Mais maintenant, tout ça dépend toujours aussi de ton état général. Si ton état général, tu étais trop faible, on ne peut pas reconstituer directement. Mais si ton état te permet de supporter ça, parce que c'est une opération, tu vas durer au bloc, si ça te permet de supporter directement, on va le faire. Et lorsque ton organisme perd un organe, tu entres dans un état dépressif, pas possible. Lorsqu'on m'a enlevé l'utérus, ben c'était grave. C'était grave parce que mon organisme ne comprenait pas que cette femme, elle n'a même pas encore 40 ans, on a enlevé l'utérus. Qu'est-ce qui se passe? C'était franchement, et c'est la même chose avec le sein. Donc, après, on te fait une chirurgie constructive qui est également appelée
tumorectomie. Numéro. Ça s'appelait tumorectomie ou chirurgie du sein constructive. Cette procédure consiste à retirer uniquement la tumeur. Donc, il y a des moments où on coupe juste un petit endroit, on enlève la tumeur. Donc, on n'a pas besoin d'enlever tout le sein, on enlève juste la tumeur. Et après ça, tu vas faire maintenant une radiothérapie et une chimiothérapie. Après ça. Parce qu'il faut toujours que les médecins se rassurent que la tumeur qu'ils ont enlevée n'avait pas été déjà propagée ailleurs. Oui, tu peux enlever une boule. Est-ce que la boule-là n'avait pas déjà accouché des petits bébés partout qui sont en train de partir un peu partout dans le corps? Donc, on a la reconstruction mammaire. Après la mammectomie, comme j'ai dit, on enlève le sein. Maintenant, en tout cas en Angleterre, la reconstruction mammaire, elle se fait directement. Hein. Elle se fait directement sur le bloc opératoire. On te fait ça. Et ça reconstruit. Parfois, chez certaines personnes, si tu n'as pas assez de gras dans ton corps, on va te placer plutôt un implant. Mais si tu as un peu de gras, on va récupérer le gras dans ton corps et on va reconstituer ça. Et on fait un transfert de tissu. C'est ça qu'ils appellent le transfert de tissu autologue. Donc, c'est ça qu'on fait. On prend la graisse d'un côté et peut-être chez moi, hein, mes pistolets, on pourrait même enlever la graisse de mes pistolets là. Hein? Et puis, on vient, on met ça au niveau de mes seins. Vous voyez, non? On met au niveau de mes seins. Ça allait un peu diminuer mes pistolets. Ouais. Voilà. Oh là là. Vous Elles voyez, non? sont Ça bien, allait un elles peu. sont bien, elles Ça sont allait un bien, peu tes diminuer leçons. les pistolets. Voilà. Maintenant, on va parler des traitements. Qu'est-ce que la radiothérapie et quand on l'utilise? Quand est-ce qu'on l'utilise? Donc, la radiothérapie constitue à utiliser les rayonnements euh, ionisants. Ce sont des rayonnements ionisants pour détruire les cellules cancérigènes. Mais on ne peut pas te faire la radiothérapie si on n'a pas enlevé la masse. Il faut d'abord qu'on enlève la masse parce que quand la masse est énorme, la radiothérapie ne peut pas détruire ça. Il faut d'abord faire l'opération, on enlève la masse et maintenant on fait la radiothérapie pour aller détruire les cellules cancérigènes et empêcher leur croissance. Ça détruit et ça empêche leur croissance. Elle est souvent utilisée après la chirurgie, comme je viens de bien dire. La chirurgie conservatrice où on ne veut pas enlever tout le sein parce que c'est parfois localisé à un seul endroit. Et j'ai une amie qui a eu, elle avait 3 tumeurs, stade 4, mais Dieu dans sa grâce a regroupé les 3 tumeurs en un seul endroit. Donc, elle n'a pas pu enlever, on n'a pas pu enlever, on a plutôt fait la chirurgie protectrice, conservatrice, on a opéré, on a enlevé et elle a fait la chimio et la radiothérapie après. Donc, ça a beaucoup d'effets secondaires, beaucoup d'effets secondaires. Oh là là, les effets secondaires sont énormes, sont énormes. Ça te brûle la peau. Autant ça brûle les cellules cancérigènes à l'intérieur, ça brûle également à l'extérieur. Ça détruit ta peau, ça détruit tes ongles, ça détruit même la peau de ta paume de main noircie. Ça commence à quitter comme la cendre sur toi. C'est-à-dire les cheveux vont quitter, les ongles vont quitter. C'est-à-dire tu as le mal-être, tu vas vomir. Tu es Oh my God, on dit qu'on vient soigner, mais après, les effets secondaires sont... Tu te demandes même quand est-ce que comment dire, tu es rétabli. Tu te demandes à quel moment. Les effets secondaires, ça inclut la fatigue, la perte de poids excessive, l'irritation cutanée, comme je parlais tout à l'heure. On a d'autres symptômes, les vomissements, les douleurs atroces. Vous pouvez imaginer qu'on met le feu dans votre corps, le feu dans votre corps. Donc, imaginez ce que ça peut donner. Maintenant, la chimiothérapie qui coûte extrêmement cher. Outstanding money. La radiothérapie coûte extrêmement cher. La chimiothérapie coûte extrêmement cher. Non seulement ça coûte cher, et ça te fait très mal. Et tu as les effets secondaires. Donc, la chimiothérapie implique l'utilisation du médicament. La chimiothérapie, si vous n'avez jamais eu quelqu'un qui a le cancer, c'est comme une perfusion. La chimiothérapie, là, c'est dans des sacs comme ça, c'est comme une perfusion qui est très protégée. On ne veut même pas que ça touche. Si ça touche un endroit, l'endroit là est brûlé en même temps. Donc, quand on te met, on vient te passer ta chimio, je vous assure qu'il y a un protocole incroyable autour de ça. C'est un médicament cytotoxique.
Dis-moi les leaders. Mm. On vient intoxiquer ton corps pour aller tuer ce cancer. Prévenir ne vaut Mm. pas mieux que guérir les leaders. On te Ah donne oui. un produit toxique Mm. qu'on va mettre dans ton corps pour détruire les cellules cancérigènes ou empêcher leur multiplication. Mm. Imaginez ce que le corps va vivre en ce moment. On prend les toxines, les psychotoxines, on vient, on pompe dans ton corps et ça part goutte par goutte, par goutte, par goutte. Quand on te met un sac, une poche de chimio comme ça peut faire même 24 heures pour que ça descende. Imaginez, ça part détruire. Et quand on dit que ça détruit les cellules cancérigènes, ce n'est pas seulement les cellules cancérigènes. Parce que quand ce cytotoxique, ce médicament cytotoxique entre dans ton corps, il ne connaît pas qui est malade, qui n'est pas malade. Lui, il est venu en guerre. Il est venu pour détruire tout. Il va tout détruire. Bon ou mauvais ou pas. Lui, il détruit tout. Tu te retrouves zéro macabo, sans autodéfense, sans rien. C'est pour ça que quand quelqu'un vient de finir la chimio, il est en isolation. Il est dans une pièce stérilisée. Quand vous venez même le voir, vous avez des vêtements, des combinaisons stérilisées. Parce qu'une seule infection, ça l'amène. Parfois, ce n'est pas le cancer qui les amène. Hein. C'est une infection qu'ils ont chopée et c'est ça qui les amène. Parce qu'ils n'ont pas de défense. Il y a différents types de chimio. Il y a la chimiothérapie adjuvante. Ce type de chimiothérapie est administré après une intervention chirurgicale. Donc, comme je disais, celles qu'on a opérées, elles ont ça et c'est moins violent. La chimiothérapie adjuvante, elle est aussi violente, mais moins violente que l'autre. Donc, on te donne, on a fini de t'opérer, on vient te donner, après la chirurgie pour éliminer une tumeur. Il vise à éliminer les cellules cancérigènes résiduelles et réduire le risque de récidive. Mais à combien de fois quelqu'un qui a eu le cancer a récidivé? Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas 100% garanti. Je reviens, prévenir vaut mieux que guérir. Beaucoup de gens vont vous dire, oh, on m'a dépisté de cancer, je vais aller faire la chimio. Prenez, filmez ceci. Filmez ça les leaders, faites les captures d'écran. Allez lui dire que la chimiothérapie que tu prends là, qu'on dit que ça va empêcher que tu récidives. Tous ceux qui sont passés par la chimiothérapie ont récidivé. Tous. Ils ont tous récidivé. À 99%, ils récidivent. Parfois pas avec le même cancer, avec un autre type de cancer. Parce que ça partit et c'est parti ailleurs. On a la chimiothérapie néoadjuvante. Cette chimiothérapie est administrée avant la chirurgie pour éviter la taille de la tumeur de grossir. Donc, on regarde par exemple ton état, on ne peut pas directement t'appliquer la chimiothérapie forte. Il faut absolument que tu aies une chirurgie. Donc, on te donne d'abord la petite chimio là pour empêcher l'évolution du cancer comme notre spiruline hawaïenne et notre BBC empêche l'évolution du cancer. Donc, ça, c'est la chimio là qu'ils vont te donner pour empêcher l'évolution du cancer. Donc, ça peut faciliter l'ablation complète. OK? Après, pour enlever, faire l'ablation complète, ça peut faciliter rapidement. Donc, on va continuer avec maintenant la chimiothérapie. On continue. On a parlé de la chimiothérapie adjuvante, la chimiothérapie néo-adjuvante. Maintenant, on va parler de la chimiothérapie palliative. Donc, il y a plusieurs catégories. On a 4 types de chimiothérapie ou 6. Hein. Je crois qu'on a 6 types de chimiothérapie. Ça, c'est la troisième, la palliative. Elle est utilisée pour contrôler la croissance du cancer, soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie du patient atteint d'un cancer avancé en métastase. Ici, là, le cancer, quand on parle de métastase, il a quitté le sein, il a pris les poumons, il a pris le foie, il a pris le rein, il est partout. Il est déjà partout. C'est déjà partout, partout. Donc, pour apaiser les douleurs et tout. Donc, c'est là où on va lui donner palliatif. Donc, tout le monde sait ce que palliatif veut dire. Quand tu envoies aussi un palliatif, c'est-à-dire que tu attends ton jour, le jour que Dieu va couper le robinet de la respiration. Voilà. Mais en attendant, pendant que tu as aussi un palliatif, on va te donner la chimio palliative qui va permettre d'empêcher, de soulager les douleurs, que tes derniers jours soient quand même un peu abordables.
Donc, la chimiothérapie à haute dose avant la greffe des cellules souches. J'ai une amie qui a eu ça. My God. Que ce ne soit la portion de personnes dans ce Zoom. Dans certains cas, des doses très élevées de chimiothérapie sont administrées pour éliminer les cellules cancérogènes. Mais ce n'est pas seulement les cellules cancérogènes, je vous rappelle. Suivi d'une greffe de cellules souches pour rétablir la moelle osseuse. La chimiothérapie ici, c'est généralement pour les gens qui ont la leucémie. Parce que les gens qui ont la leucémie, il y a plusieurs types de leucémie. La leucémie, dont le cancer du sang. Donc, il y a le cancer des lymphocytes, dans le cancer des gens qui ont les globules blancs, le cancer des gens qui ont les globules rouges. Il y a beaucoup de types. Et c'est la moelle épinière qui aide à la formation des globules rouges, qui aide à la formation même des lymphocytes. Donc, pour qu'on te donne la cellule souche, il y a une nouvelle technologie. On prend le sang du cordon ombilical d'un nouveau-né. C'est avec ça qu'on va te faire la greffe qu'on appelle la cellule souche. Mais avant ça, on te donne une chimiothérapie à haut niveau, hein, qui va venir tout effacer. Maintenant, les types du cancer de sein. On a parlé de nos types de chimiothérapie. Maintenant, on a deux types de cancer de sein. On a le carcinome calanaire. Et le carcinome calanaire, là, c'est le CCIS. Ça se développe dans les canaux mammaires. Et ce n'est pas encore propagé, hein. C'est juste dans les canaux mammaires, ce n'est pas encore propagé dans les tissus environnants. Il est considéré comme un cancer à un stade précoce. Donc, le cancer, quand on va dire que tu as le carcinome canalaire, ça veut dire que ton cancer a été dépisté à un stade vraiment précoce, donc peut-être stade 1, où le traitement sera à 100% avec succès. Donc, tu auras un traitement avec succès. Maintenant, le carcinome canalaire infiltrant. Le CCI1, c'est le type le plus courant de cancer de sein. Il se développe dans les canaux mammaires, mais il a la capacité de s'infiltrer dans les tissus environnants. Le CCI est souvent classé en fonction de sa taille, de l'atteinte des ganglions lymphatiques et la présence de la métastase, ce qui définit le stade du cancer. Dans le carcinome canalaire infiltrant, lui, il a la possibilité de déjà infiltrer les canaux mammaires. Ça commence déjà à se propager un peu. C'est pour ça que certains, quand même qu'on a enlevé, on est obligé de te faire la radiothérapie et la chimiothérapie pour ne pas courir les risques. Et c'est à partir de ça qu'on détecter stade 2, stade 3 ou alors ça a déjà métastasé. Donc voilà les types de cancer, les deux premiers types. Maintenant, on a le carcinome lobulaire. Lui, il se développe dans les lobules ou les glandes mammaires. Les premiers se développaient dans les tissus mammaires. Ceci, c'est au niveau des glandes mammaires, mais il n'a pas encore envahi les tissus environnants. Il est souvent considéré comme une affection précancérogène. Donc, à ce stade, Seigneur, pardon. si on va dire que tu as un cancer bénin, il y a une masse qui est bénigne. Ça ne marche plus. On va Ça dire va. que tu as un stade bénin. Donc Continue. maintenant, on a le carcinome. Bouge pas trop. Voilà. Infiltrant. Il dit you screen Charlie. Donc, lorsque il est infiltrant, ça se développe non seulement dans les lobules mammaires, ça peut s'infiltrer, merci, ça peut s'infiltrer dans les tissus voisins.
Donc, tout comme le CCI 1 et le CCI 2, il est également classé en fonction de sa taille et l'atteinte des ganglions lymphatiques déterminés. Donc ici, là, comme il infiltre les autres parties du corps, il peut facilement arriver en stade de métastase. Est-ce que vous me suivez, les leaders? On aura bientôt fini. Est-ce que Oui. ça C'est bug? bon. Ça C'est va, pas ça grave, va. continue. Les leaders, ça va? Oui, continue. Ce n'est pas Continue? pire que tout à l'heure. Continue. Mhm. Continue. Je peux continuer, les leaders? Oui, yes, C'est bon. yes. Oui, on te Personne suit. ne On répond. te Go, suit. go on. Oui, oui, Est-ce que les leaders, Hélène, tu m'entends? Oui, on oui, je t'entend. t'entends très bien, très, très bien, ma chérie. Continue. Maintenant, on va parler donc, je vais continuer avec le stade Arrêtez vos micros. C'est Vos maman micros. Boyinda, c'est maman. Et maman Kosilo, Émilie. OK, merci. Les stades du cancer. OK, merci les leaders. Merci. Les stades du cancer du sein sont généralement définis en utilisant le système de stratification TNM qui prend donc ça prend ici en compte des critères suivants. Donc, on dit les cancers du sein sont généralement définis en utilisant le système de critères suivants. T pour la tuation dans les tissus environnements. N, lymphatique, les ganglions lymphatiques. M, la métastase, les sites distants tels que tantôt. Donc, on va continuer. Au 0, ça signifie le est confiné. Le cancer est tout où le cancer est localisé et en atteint du stade 1 au stade 3, il entre beaucoup plus d'espace qu'il était au stade 0. Au stade 4 maintenant, le cancer s'est propagé à des sites distants dans le corps, ce qui se rend en métastase. On a parlé des corps distants. Le cancer du sein va d'abord attaquer quand ça se métastase. Ça commence par les poumons, le foie, les os. Tu vas commencer à avoir le cancer des os et tout ça là. Là, c'est au niveau de la métastase. Maintenant, l'importance du choix, l'importance du stade pour le choix du traitement. Donc, on ne va pas donner le traitement de quelqu'un qui est au stade 2 à quelqu'un qui est au stade 0. Donc, le choix du traitement est très important. Le stade du cancer du sein est un facteur crucial pour déterminer le plan du traitement. Est-ce que vous êtes avec moi, les leaders? Oui. Voilà. Donc, les options de traitement telles que la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie et la thérapie ciblée dépendent du stade et du type spécifique du cancer. Plus le cancer est diagnostiqué à un stade précoce, plus les chances de guérison sont élevées, car il est généralement plus facile à traiter à ce stade. Maintenant, les causes et facteurs de risque. Les causes et facteurs de risque du cancer du sein sont entièrement comprises, mais on ne sait que plusieurs facteurs de risque peuvent contribuer au développement de cette maladie. Premier facteur, la mutation génétique, c'est le premier facteur. La mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 sont liées à des risques accrus du cancer du sein, en particulier chez les femmes
ayant des antécédents familiaux de cette maladie. Ok, tu vas La mutation BRCA1 et Tu veux remplir, tu vas boire. BRCA2 Tu vas boire sont toi. héréditaires. iPhone 2. Oui, tu es sûr? iPhone Merci de 2. fermer Ferme votre ton micro. Après, d'abord, Les gens là aussi. Hi. et après, tu me fais. Donc, on va continuer. La mutation BRCA2, Il faut que tu arrêtes son micro d'abord. C'est beau. Voilà, c'est bon. Quelle indiscipline. Hein. donc on parle de la mutation BRCA1 et BRCA2 sont héréditaires. Et ça peut augmenter considérablement le risque du cancer de sein. Les hormones et facteurs environnementaux, dont les hormones en particulier les oestrogènes, comme je parlais tout à l'heure, et la progestérone, jouent un rôle dans le développement du cancer du sein. Je vais un peu m'attarder ici. Pourquoi ça joue un rôle? Parce que lorsque la femme a atteint la ménopause, l'oestrogène n'est plus produite comme avant. La progestérone n'est plus produite comme avant. Donc, l'organisme subit un déséquilibre hormonal. Et c'est ce déséquilibre hormonal qui va vous prédisposer à avoir le cancer du sein. Les femmes exposées à des niveaux élevés d'hormones, par exemple, en raison d'une utilisation prolongée des traitements hormonaux substitutifs, peuvent présenter des risques de cancer accru. Donc, vous qui avez la ménopause, vous ne voulez pas prendre les compléments alimentaires comme notre Troïkani pour empêcher et combattre les risques de symptômes de ménopause. Vous partez injecter, boire, sucer ces traitements anti-hormonaux. Voilà où ça va vous amener à long terme. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein. C'est écrit ici, là. Ce n'est pas moi qui ai dit, ce n'est pas moi qui ai fait les recherches d'avant. C'est les grands chercheurs qui ont fait. Donc, soit vous allez d'une matière naturelle, soit vous prenez ceci et voilà ce qui vous attend à cours de chemin. Les facteurs de risque sont continus. On a l'âge. L'âge, par exemple, l'âge à partir de la ménopause, de 50 à 74 ans, vous êtes à haut risque. Faites de la mammographie tous les mois. Faites-le après la ménopause. On a des antécédents familiaux. Donc, dans la famille, vous avez entendu même un jour que vous avez eu le cancer du sein. Pardon. Comment ça venir ça? Prêtez votre corps à ne pas. Il y a des antécédents familiaux de cancer degré, dont la mère, un risque accru. Donc, votre maman a eu ça. Prenez ça au sérieux parce que vous êtes à risque. Les traitements hormonaux, certaines thérapies hormonales substitutives utilisées pour soulager les symptômes de la ménopause, augmenter le risque du cancer du sein. Effectivement, ça sera utilisé sur de longues périodes. Utilisez ça pendant même 10 ans. Ça ne vient aider à atténuer et à vous causer. Tu vas dire que mais c'est quitté où? Les premiers cycles menstruels, vous avez eu ça tôt. Donc, prenez votre cycle menstruel beaucoup d'enfants. Parce que si vous avez fait beaucoup d'enfants, l'organisme accumule tous les 9 mois de grossesse jusqu'à ce que vous ayez le retour de couche. Donc, imaginez que c'est après 4 mois
après avoir accouché, 4 mois après avoir accouché, quand vous avez votre retour de couche, vous avez 12 mois, 9, 10, 11, 12, 13. Vous avez 13 mois pour un enfant. 13 mois. Donc, chaque mois là, l'organisme récupère ça et ça va prolonger votre ménopause. C'est pour ça que vous avez vu nos mamans qui ont accouché les 9, 10 enfants, elles n'ont pas vite eu la ménopause. Parce que l'organisme veut récupérer tous les mois qu'elle n'a pas saigné là. Tous les mois là, ça va récupérer et elles auront la ménopause tardive. Celles qui n'ont pas accouché ont les ménopauses précoces, très précoces. Celles qui ont aussi eu les menstrues précoces, comme moi, à 9 ans, j'avais mes menstrues, c'est parce que j'ai accouché les 4 maternités que, bon, avec la maladie, on m'a même enlevé l'utérus, là même avant même que la ménopause, là même ne vienne. Donc, même tous ces mois-là, l'organisme n'a pas eu le temps de récupérer ça. Donc, vous voyez, donc les femmes qui ont eu leur premier menstru très tôt, à un âge précoce, vous voyez, elles sont atteintes d'une ménopause précoce. Et puisque l'organisme, normalement, c'est que c'est à partir de 50 ans, que 45, 58 ans. Donc, l'organisme même encore est stressé. Vous voyez, vous aurez une avancée accrue dans la prédisposition du cancer de sein. Donc, ne jouez pas avec vos compléments alimentaires. Les grossesses tardives, les femmes qui ont accouché tardivement, ou les absences de grossesse, comme je disais tout à l'heure, des femmes qui n'ont pas accouché, et des femmes qui ont conçu très tard, dans les 49 ans, les 50 ans, elles sont à risque. Elles sont à risque d'avoir un cancer de sein. Maintenant, la nouvelle technologie nous donne des rôles. Il y a l'imagerie médicale, donc l'IRM, qui est en français, on appelle ça, au Cameroun, ils appellent ça le scanner, mais c'est l'IRM. Donc, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. Non, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Est-ce que vous savez que l'IRM contient le Hertz, terahertz. Donc, la thérapie que nous avons dans notre TeraWater est contenue dans l'IRM. La machine de l'IRM utilise le Netmark terahertz. international, oh yes. Outstanding morning. Outstanding. Vous ne voulez pas que quand je parle des marques, je me vante? Ça, franchement. L'IRM contient les résonances de Schumann. Oh yes. De Schumann. Oh yes. Allez acheter le TeraWater. Ouais. Donc, Oh, ça yes. contient les résonances magnétiques. Et ce sont ces résonances qui sont dans notre IRM à l'hôpital. Ces résonances sont également dans les satellites, à l'aéroport. Quand vous voyez, quand on passe nos valises, les valises de cabine, les machines là ont les résonances, les hertz, les terahertz. C'est contenu à l'intérieur. C'est pour ça que notre terahertz a la fonction médicale, c'est reconnu. Le TeraWater guérit, ça soigne. Oh C'est yes. reconnu. Oh yes. Donc, notre IRM a ça. Tu as le cancer de sein. Tu bois l'eau de TeraWater. Tu fais la thérapie avec le TeraWater. Outstanding morning. Ouais. Outstanding. Elles seront détruites, effritées comme ça. Comme ça sera comme des miettes de pain. Donc, ça contient des résonances. Donc, c'est une technique d'imaginerie avancée. Edmark est très avancée. Pour aider à détecter des anomalies mammaires. Donc, avec votre TeraWater, ça ne va pas seulement déterminer des anomalies mammaires. Ça va les déterminer même au cerveau. N'importe où il y aura les anomalies. Votre eau de TeraWater, à travers les résonances de terahertz, de Schumann qui sont à l'intérieur, vont aller détecter toute anomalie qui est dans votre corps. Toute anomalie non visible, je rappelle, les anomalies non visibles. Donc, ça, c'est une mammographie conventionnelle. Vous avez ça à portée de main. Si vous ne pouvez pas acheter le TeraWater, que vous connaissez un leader qui a le TeraWater, allez chez lui. Je m'en vais boire purifiez encore. votre eau. Allez purifier votre eau. Je crois qu'il faut qu'on refasse une formation sur le TeraWater. Ça. Allez purifier l'eau chez la leader. Et on utilise ça pourquoi, le IRM là? C'est souvent utilisé pour évaluer davantage les lésions suspectées
pour le dépistage chez les femmes à haut risque. Nous, on a déjà ça à la maison et on n'a pas besoin d'aller à la machine. Hein. On va tout Franchement. partir à la machine, mais on a quand même déjà ça à la maison. Mhm. On a la tomosynthèse. La tomosynthèse mammaire est également appelée mammographie 3D. Vous savez, tout ce qui est 3D, il y avait l'échographie 3D qui est sortie quand j'ai accouché, quand j'étais enceinte de ma 3e fille. Je suis allée faire l'échographie, c'était tellement impressionnant. Le bébé souriait, le bébé avait la main à la joue, donc je mets la main à la joue, le bébé met la main à la joue, je souris, le bébé sourit, je fais comme ça, le bébé fait comme ça, donc c'est 3D. Donc la mammographie 3D, ça va vraiment montrer l'intérieur du sein. Donc, on va prendre plusieurs images sur différents angles et on va voir. Cela va améliorer la détection des anomalies, en particulier chez les femmes ayant des seins denses. Donc, les femmes qui ont ont vraiment qui ont du peuple le au lot de balcon. Nastou là, non? Vous voyez, non? Oui, Puisque des c'est là-bas peuples- de des voir peuples ça au comme ça. balcon. Donc, il faut faire la tomosynthèse pour aller tout voir à l'intérieur. Donc, vous allez voir, on a la thérapie innovative. Dans l'immunothérapie, on a l'immunothérapie est une avancée importante dans le traitement du cancer, y compris le cancer du sein. Elle vise à stimuler le système immunitaire. On a notre Splina qui va booster notre système immunitaire. On a notre Bubble-C qui va venir booster. Le Splina va booster. Le Bubble-C va venir booster. Donc, nous, on a déjà ça. Et ici, là, ils ont leur immunothérapie. On a nos trucs ici qui vont venir booster. Vous voyez le système immunitaire du patient. Ça va venir cibler et détruire les cellules cancérigènes. Le Bubble-C détruit les cellules cancérigènes. Le Splina, pareil. Ça va venir détruire. On a des médicaments comme des inhibiteurs. Vous voyez qui vont venir faire ça. Nous, on a déjà ça. On a la thérapie génétique. La thérapie génétique, c'est une approche de développement pour traiter le cancer du sein. Elle vise à modifier génétiquement les cellules mammaires. Donc, ta génétique, hein, ton ADN au niveau de tes cellules mammaires va changer. On va venir changer ça chez le patient et ça va venir détruire les cellules cancérigènes. Maintenant, on a eu tout ceci, toutes ces connaissances. On a parlé des traitements. On a parlé de qui est prédisposé à avoir ça. On a parlé de ceux qui ont des menstrues précoces, des gens qui ont eu, les femmes qui ont eu des enfants tardivement, des femmes qui n'ont pas du tout accouché, des femmes ménopausées, des gens qui ont quelqu'un qui a eu le cancer dans sa famille, la thérapie hormonale qui peut nous prédisposer. On a parlé de tout ça. On a parlé des traitements, des chimiothérapies, des radiothérapies, des thérapies ciblées. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. On a parlé des traitements, hein, tout ce qui concerne. Maintenant, j'ai une extraordinaire nouvelle à vous présenter. Je vais vous présenter un PIFOR spécial protocole cancer de sein de Edmark International. Ouvrez maintenant vos micros pour qu'on puisse acclamer à la façon d'Edmark International notre PIFOR cancer du sein. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on acclame notre protocole? La personne doit avoir 2 appareils. Ça fait ça quand elle a 2 appareils connectés. C'est l'interférence. La personne doit avoir peut-être un ordinateur et un téléphone connecté. Je pense que c'est Si tu es en train d'enregistrer, je ne refuse pas. Arrête alors un. Arrête un. Il n'y a rien d'enregistré. Arrête un et puis on continue alors. Donc, c'était alors. Dans les interférences, aujourd'hui, c'est partout. C'est chez moi, c'est partout. C'est international, quoi. Donc, je veux qu'on acclame d'une façon exceptionnelle notre PIFOR protocole cancer, notre PIFOR cancer du sein. Are you ready, Edmarkers? Yes. Je veux sentir la chaleur là. Yes. Parce que nous, on n'a pas peur. Nous, on n'a pas peur. On a fait tout ceci, ce n'était pas pour vous faire peur. C'était juste pour vous dire que à la fin, on a un protocole qui va venir
prévenir, soulager et guérir. Are you ready, Ouais. Edmakers? Yes. We are On va donner ready. une acclamation exceptionnelle à notre protocole P4, Bac Santé de notre cancer de sein Edmark International. 1, 2, ready, go! Edmark Edmark International. Oh, Yes. Oh, Oh, yes. yes. Je vais juste prendre une photo ici, puis je reviens. Le Oh, protocole yes, ci yes. que vous voyez, en ce qui concerne le spleen, les quantités sont petites. Si vous prenez ce protocole, rectifiez. Moi, je vais le rectifier après. Le protocole, quand tu as... Parce que ça, c'est le protocole à titre préventif. À titre curatif, vous me suivez bien, les leaders. Le spleen, 6 à 8 bouchons, c'est à titre préventif. La personne n'a pas encore ou il est au stade 0. 6 à 8 bouchons. Mais s'il est déjà diagnostiqué d'un cancer de sein, il doit prendre une bouteille de spleen en 3 jours. Outstanding morning, Edmarkers. Une bouteille de spleen en 3 jours. Pourquoi? Parce que il faut équilibrer l'acidité le plus rapidement possible dans le corps. Il faut que le corps soit alcalin le plus rapidement possible. Rapidement. Il faut le mettre mal à l'aise. Il faut lui dire que le terrain s'il ne t'appartient plus. Parce que lui, il aime un terrain qui est acide et qui n'est pas oxygéné. Et le spleen va apporter ces deux choses, l'oxygène et l'alcalinité. Le pH doit être neutre. Il faut que le pH soit alcalin. Donc, beaucoup de spleen. Beaucoup de spleen à titre curatif. À titre préventif, 6 à 8. Notre café 73, comme je me suis déplacée avec, j'ai oublié certains trucs en haut. Notre café 73, un sachet à 2 sachets. On ne va pas se limiter à un seul sachet. Titre préventif, un sachet par jour. Parce qu'il faut que nos tissus mammaires soient toujours en santé. N'oubliez pas que le café 73 de Edmark contient le Ganoderma. Et le Ganoderma a pour rôle, c'est un champignon qui a pour rôle d'aller jouer la sentinelle dans le corps. Et la sentinelle ou au niveau de nos organes vitaux. Les organes qui ne fonctionnent pas bien, les tissus qui ne fonctionnent pas bien. Le Ganoderma va aller les booster et les relever. À titre curatif maintenant, on est dans le protocole. Il va prendre 2 sachets minimum par jour. De Ganoderma parce qu'il aura besoin de beaucoup de Ganoderma pour aller vraiment reconstituer ses cellules mammaires. OK? Ça va aller les aider à se reconstituer. Parce que quand la cellule cancérigène s'installe, ça l'endommage, ça la détruit, ça l'abîme. Donc, il faut quelque chose qui va la reconstituer. Le café Black Power, qui contient également le Ganoderma. À titre préventif, on peut prendre l'un ou l'autre. À titre curatif, les deux sont indispensables. OK, les leaders? Donc, à titre curatif, on prend un sachet de Black Power mélangé avec un sachet de Ganoderma le matin. On fait la même chose à midi et même le soir. En cas de douleur extrême, je n'avais pas mis parce qu'on peut avoir des douleurs. On a notre allié anticancérogène également, le Red Bubble Tea. Il est anti-inflammatoire, anticancérogène, fait à base de levure de riz rouge. Antidépressant. Quand on t'annonce seulement, on appelle seulement le nom là, tu es déprimé. Tu es déprimé. Tu fais les films de quelle qualité de cercueil tu vas acheter, quelle qualité il faut qu'on te mette dedans. Pardon, prends rapidement le Red Bubble Tea, ça te recadre tes idées antidépressifs directement. Tu prends ton Red Bubble Tea. Donc, tu peux prendre 2 sachets par jour. Tu peux même prendre plus. Nos boissons chaudes n'ont pas de... on ne va pas dire qu'on va faire l'overdose avec, non. Pas du tout. Donc, tu peux prendre
en fonction de comment tu te sens. C'est ça. On a notre spiruline hawaïenne. Je n'ai pas la boîte ici. Je crois que je l'ai laissée en haut. On a la spiruline hawaïenne, anticancérogène. Spiruline hawaïenne, je n'ai pas la boîte ici. Je crois que je l'ai laissée en haut quand je faisais mon déménagement. Anticancérogène. Même le splina en capsule. Je vais revenir sur le splina. Le montrer. Ça, c'est le splina en capsule. Voilà. Je vais revenir un peu sur le splina. Si vous avez un prospect qui vous dit « j'ai le cancer de sein », ne lui donnez pas le splina en liquide. Donnez-lui en capsule. Vous savez pourquoi? Parce que ça a plus d'oxygène. Il faut oxygéner le corps le plus rapidement possible. Ceci sera plus efficace que le liquide. Très efficace. Et le splina, même, ça combat les effets secondaires, même de la chimio. Quand ils finissent même la chimio, ils doivent boire beaucoup de splina. Ça va combattre ça. Donc, notre spiruline hawaïenne, on va prendre 5 matins, 5 midi, 5 soirs. C'est à sucer ou à croquer. Si la personne ne peut pas sucer, écraser. Et rassurez-vous que où vous allez écraser, que ce soit vraiment stérilisé. N'allez pas prendre un récipient qui est là, je ne sais depuis combien de temps. Vous prenez un récipient, vous lavez, vous mettez au micro-ondes. Quand vous avez mis au micro-ondes, ça va désinfecter le récipient où vous allez écraser votre spiruline hawaïenne. Vous êtes au moins sûr que vous n'allez pas prendre encore des bactéries de l'extérieur pour lui donner. Vous prenez ça, vous mélangez avec le splina et la personne boit. 5 matin, 5 midi, 5 soir. Notre MRT, oh, j'avais même mis le Red Bubble Tea, mais plus bas. Notre MRT complexe. 2 sachets par jour. C'est ça. Il va avoir du tafolo. Il est 17 000. Regardez si c'est Oui. ton micro. Donc, en cas de prévention, il y a beaucoup de micros qui sont ouverts. Fermons tous, s'il vous plaît, par précaution. En cas de prévention, vous prenez un sachet par jour. Ayez toujours le MRT à la maison. Même si c'est un sachet par jour que tu as pris comme ça, un minimum de 4 sachets à 3 sachets par semaine, c'est à titre préventif. Ça contient des protéines. Ça contient des protéines, ça contient des ingrédients qui vont venir brûler le gras, le mauvais gras. Ça aide à la récupération rapide dans le cas de quelqu'un qui fait la maladie. Vous voyez, ça va l'aider à récupérer. Ils sont fatigués, ils n'arrivent pas à bien manger, ils ne peuvent pas manger. Donnez-leur le MRT, ils auront un repas complet. Vous voyez, ils vont récupérer rapidement. Ça va leur donner les protéines dont l'organisme a besoin, les nutriments dont l'organisme a besoin. C'est fait à base de soja et il y aura le soja à l'intérieur qui est bon pour eux. Donc, donnez-leur le MRT complexe, minimum 2 sachets par jour quand on n'est pas bien. Quand on fait déjà la maladie, vous leur donnez ça. Le shake-off, vous allez prendre le shake-off le soir. Je n'ai même pas ça ici à côté, à cause de mon déménagement. Le shake-off qui va venir enlever les mauvaises toxines, débarrasser le côlon. N'oublions pas que ces cellules qui ont commencé à se former, à se multiplier d'une façon anarchique, c'est parce que le côlon était ça, il y avait trop de toxines. Ce sont ces toxines qui ont pollué, qui ont contaminé nos cellules et les cellules ne fonctionnaient plus bien. L'excès d'acidité, ça a commencé à se produire d'une façon anarchique, d'une façon vraiment crazy. Vous voyez? Donc, en prenant le shake-off, on va détoxifier notre corps, on va enlever les métaux lourds, les radicaux libres, laisser notre corps propre et sain afin que les nutriments que nous allons absorber puissent être efficaces. Donc, on va prendre un sachet de shake-off le soir. Mais, notez bien, le shake-off se prendra si la personne est en état de prendre, s'il peut prendre. Mais si sa santé ne lui permet pas de boire le shake-off parce qu'il est fébrile, attendez qu'il reprenne ses forces et vous allez lui donner le shake-off phytofiber. Donnez-moi 1 minute, ça sera dommage que je n'ai pas le carton du shake-off avec moi.
Voilà le carton Tchouchekhov. Désolé. Voilà le carton, voilà le Chekhov. Donc, vous lui donnez ça, si et seulement si il peut supporter le Chekhov. N'oubliez pas que le Chekhov, c'est un aspirateur. Le Chekhov vient aspirer l'excès d'eau que les déchets, les aliments décomposés ont laissé dans notre gros intestin, dans le côlon. Donc, le Chekhov va venir jouer le rôle d'éponge. Ça va venir aspirer cet excès d'eau. Ça va venir balayer le mauvais cholestérol. Ça va venir balayer les toxines, balayer les mauvaises bactéries et laisser un côlon propre, sain. Donc, nous avons besoin de Chekhov Phytofiber. Voilà la spiruline hawaïenne dont je parlais tout à l'heure. La spiruline hawaïenne, ça sera très, très efficace de prendre la spiruline hawaïenne également, anticancérogène et ça prévient contre le cancer. Et si vous avez déjà le cancer, l'aspirine hawaïenne va empêcher que ça métastase, ça va stabiliser le cancer jusqu'à ce qu'il soit totalement éradiqué de notre corps. On a également, voilà les 2 anticancérogènes que nous avons dans notre protocole. On a même 3. On a le Bubble Tea, on a l'aspirine hawaïenne et on a le Red Bubble Tea. Très bon pour ceux qui ont le cancer. Et lorsque vous avez le cancer et vous êtes en train d'avoir les douleurs, ne prenez pas le Red Bubble Tea seul. Prenez un sachet de Red Bubble Tea, mélangez avec un sachet de Power Black. C'est plus efficace. Ça rend l'antidouleur plus efficace. Plus efficace. Donc, voilà le protocole que Edmark a pour vous. Edmark vous a fait une sensibilisation. Edmark vous a apporté les informations à travers ma bouche aujourd'hui. Edmark vous dit, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Il y a un protocole, il y a une solution. Donc, au bout du tunnel, il y a la lumière. Et la lumière au bout du tunnel, c'est quoi? C'est notre Edmark P4 anti-cancer du sang. Donc, voilà notre protocole que nous avons. Et les mamans, avant de finir, au lieu d'aller prendre la thérapie hormonale, de grâce, prenez le Troïkani qui est ici. C'est pour les femmes qui ont dès la ménopause et qui souffrent de tous ces bouffées de chaleur, fatigue chronique, oubli, transpiration la nuit. Vous voyez, comment on appelle ça, saut d'humeur et tout ça, tout ce qui est lié à la ménopause. Venez prendre votre Troïkani et vous allez vous débarrasser de cette thérapie hormonale qui va vous prédisposer à un cancer de sein. Donc, voilà le protocole qui est là pour vous. Il y a une solution naturelle, holistique, sans effet secondaire, qui non seulement va débarrasser votre corps de ces cellules cancérogènes, va vous épargner tous ces gros traitements lourds et coûteux, qui va également prendre soin de votre beauté externe, votre beauté mentale, votre beauté psychique, qui va vous donner votre assurance, qui va prolonger votre espérance de vie parce que c'est le travail du Ganoderma qui prolonge l'espérance de vie. Outstanding Morning Edmarkers. Alors, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Edmark a utilisé ma bouche une fois de plus. Ma bouche a été utilisée une fois de plus. Je me suis laissé conduire et je vais vous dire, vous avez maintenant la connaissance. En tant qu'ambassadrice de la santé et du bien-être, en tant qu'ambassadrice de l'information, une bonne information correcte, en tant qu'ambassadrice de la sensibilisation, sentez-vous béni ce soir, sentez-vous équipé ce soir, sentez-vous à la hauteur de tous les prospects qui viendront vers vous avec un cancer de sein, sentez-vous professionnel, sentez-vous équipé. Comme on dit, dans la Bible, on dit on ne lutte pas avec la chair, mais c'est avec les esprits. On lutte avec les maladies.
on ne lutte pas avec les humains. C'est avec ces pathologies qu'on lutte. C'est avec ces cellules cancérogènes qu'on lutte. Alléluia. Donc, on part en guerre. Et nous avons l'armure. L'armure, c'est quoi? C'est le pic fort de Healthmark International, Parc Santé, que nous avons ici pour le cancer du sein. Amen. C'était Solange Santé Beauté de l'Inde, Alléluia. votre ambassadrice de la santé, du bien-être, de l'information, de la sensibilisation qui était à votre service ce soir. Feel good now. Alléluia. Amen. Outstanding Que le presentation. Seigneur te bénisse abondamment. Dors bien, ma fille. Dors Wow. bien. Merci, Que ton everyone. mari- Outstanding morning, les leaders! Outstanding. Vous allez ouvrir vos micros et puis vous allez enlever, vous allez mettre les caméras. Il faut qu'on nous tous, là, nos yeux là, puissent aller river sur la leader Solange là-bas. Ouvrez vos micros, ouvrez vos caméras. Regardez bien le pack P4 que la leader Solange a mis ici. Parce que c'est pas demain qu'on vient le mettre dans les forums là. Allez-nous bien les piquants. C'est ça. Il n'y a pas de couper l'enregistrement, s'il vous plaît. On peut voir le protocole de telle Attends, je chose. coupe. Voilà, Oui. pardon. La Warriors. C'est bon? C'est bon? OK. Donc, on j'ai pas peut donner coupé. une... Est-ce que vous... Ah, Attends, non, j'ai pas coupé. coupé. Attends, D'accord, j'attends. attends. Oh. La Merci. technologie.